T'es-tu déjà posé la question suivante? Et si l'Allemagne avait gagné la guerre? J'entends par là la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich, le nazisme. Que se serait-il passé? J'ai envie de revisiter la Seconde Guerre mondiale, de la réinventer. Évidemment, au début, ce sera un cauchemar. Mais si tu es courageux, et je sais que tu l'es, tu me suivras dans mes divagations intellectuelles. Allez, c'est parti. Nach England. Salutations à tous. Je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste, historien amateur. J'ai déjà publié le premier volet de mon Uchronie, qui débutait ainsi. Et si le gouvernement de Paul Reynaud avait choisi de continuer la guerre et de ne pas donner le pouvoir au maréchal Pétain, que se serait-il passé? Je te renvoie donc à la vidéo. À présent, où en sommes-nous? Les Allemands ont tendu deux pièges vicieux à la Home Fleet, c'est-à-dire la Royal Navy, la marine de guerre anglaise. En effet, celle-ci est le seul rempart qui permet à l'Angleterre d'être préservée de l'invasion des armées du Troisième Reich. En fin de compte, Hitler ne veut pas vraiment envahir l'Angleterre. Il préférait un traité de paix. Mais évidemment, si les Anglais le refusent, ce sera la guerre à outrance. Ainsi donc, la France est tombée. Toute la France, toute la métropole. Il n'y a pas de zone libre. La guerre a continué dans le Maghreb, au Maroc et en Algérie. Et là, le gouvernement de Paul Reynaud a dû se rendre. La capitulation de l'armée française est totale. Tout est perdu. Le colonel de Gaulle, général par intérim, est mort. Glorieusement, certes. La Home Fleet a donc tenté le tout pour le tout. Elle est partie un peu rapidement, avec la majorité de ses cuirassés, pour franchir le détroit de Gibraltar, qui est donc aux mains des Allemands, du côté espagnol et du côté marocain. En Méditerranée, il y a la force H de l'amiral Sommerville, qui tente de détruire la marine française à la rade de Brest. Car évidemment, la marine nationale va tomber entre les sales pattes des nazis. Mais les Allemands, qui ont réussi à prendre possession des navires français, ont tendu un piège à la force H. Les cuirassés français sont sortis de la rade, le Bretagne, le Dunkerque, le Strasbourg, ainsi que d'autres navires. Ils attaquent la force H au large d'Oran. Et dans le dos de cette force H surgit la marine italienne avec de très beaux cuirassés, tels que le Vittorio Veneto et le Littorio, ainsi que les croiseurs Fiume et Trieste. Alors le combat s'engage et viennent s'ajouter à la fête des U-Boot, des sous-marins allemands, qui vont commencer à torpiller les cuirassés anglais. Le Hood, le Valiant et le Resolution. Mais ce n'est pas fini. Les Allemands font intervenir leurs bombardiers Heinkel 111H des bases espagnoles en Andalousie. Alors c'est le chaos. Les Anglais se retrouvent bombardés, torpillés et pris en tenaille par les deux flottes. L'escadre H sera totalement détruite. Du côté atlantique, à présent, la seconde bataille de Trafalgar. Les Allemands ont tendu un piège aux Anglais. Des cuirassés français sont sortis à leur rencontre, tandis que dans le dos de la Home Fleet, avec ses plus beaux cuirassés, les croiseurs Prince Eugen, les cuirassés de Poche, Admiral Scheer et Lützow, ainsi que les cuirassés Bismarck et Gneisenau, attaquent les Anglais par derrière. Ils vont les repousser vers le cap de Trafalgar, où se tient un canon sur rail K5 de 280 mm. Ce canon peut tirer jusqu'à 80 km. Il est doté d'obus puissants qui vont percer les ponts et les cuirasses blindées des cuirassés anglais. Alors tout se joue très vite. Ici aussi interviennent une meute de U-Boot et des bombardiers allemands. Très vite, le jeu est fait. Certains cuirassés échappent à la destruction en s'échouant sur les côtes espagnoles. Un seul va réussir à s'en sortir avec quelques destroyers. C'est le Rhénon. 14 juillet 1940, le sinistre Adolf Hitler se rend à Alger, où il reçoit la reddition du gouvernement français et la capitulation de toutes les armées françaises de l'Empire. La France est terminée. Elle deviendra un simple protectorat du grand empire maléfique du Troisième Reich. Les Français sont désespérés. Il n'y a plus d'espoir. Tout est foutu. L'amiral Darlan, sur la rade de Mers-el-Kébir, ne peut supporter le déshonneur d'avoir dû livrer la marine nationale française aux Allemands. Il s'avance sur la jetée de la rade et son regard s'échoue sur l'océan vers la France. Là, il sort son automatique 9 mm et se tire une balle dans la tête. Il mourra avec honneur. Mais l'honneur n'est pas perdu. Comme disait François Ier, tout est perdu fort l'honneur après la bataille de Pavie.
Mais non, il y a encore des hommes courageux, des hommes qui veulent dire non à la tyrannie, des hommes qui veulent dire non à Adolf Hitler et à son Troisième Reich. Ces Français-là ne seront jamais allemands, ils préfèrent mourir français. Ces hommes ne sont pas du tout connus. Ils vont essayer de se rassembler et qui à pied, qui à vélo, qui en voiture, vont essayer de rejoindre l'Angleterre par la côte, là où les Allemands ne sont pas encore trop nombreux, ou en passant par l'Espagne et le Portugal. C'est le cas, par exemple, d'un jeune sous-officier qui aura un très grand avenir, Marcel Billard. Et il y a aussi un capitaine. Ce capitaine, qui faisait partie de l'armée du Nord envoyée en Belgique, a été fait prisonnier. À Bohain-en-Vermandois, il est interrogé dans la mairie par un officier allemand, très guindé, très Junker. L'officier allemand le regarde. Alors, je lis ici Philippe de Hautecloque, réformé. Comment pouvez-vous être réformé? Pourquoi ne vous battez-vous pas avec votre armée française pour protéger le Vaterland, la terre de vos ancêtres? Vous n'êtes qu'un lâche. Le capitaine Philippe de Hautecloque regarde l'officier, il prend un air peiné. Oui, monsieur l'officier, pardonnez-moi, mais j'ai été réformé. Je suis soutien de famille, j'ai 6 enfants, vous comprenez? Alors l'officier allemand le renvoie dédaigneusement vers la sortie. Philippe de Hautecloque est libre. Il a dû s'humilier, mais il est libre. L'Allemand, lui, dira « Quelle décadence ces Français! Jamais la France ne se relèvera de sa guerre contre le Troisième Reich. » Le capitaine de Hautecloque va continuer à se battre dans la plaine de Champagne. Il sera blessé à la Charité-sur-Loire, autour du 17 juin 1940. Et puis, alors que l'armée allemande continue sa route vers le sud de la France, il prendra un vélo, réussira à rejoindre Bayonne et il passera au Portugal pour rejoindre l'Angleterre, pour aller se battre avec ses camarades. Dans une grange, il tiendra ce discours à ses camarades d'infortune. Vous savez, jamais aucun empire n'a vécu trop longtemps. Les empires s'écroulent. Il suffit d'avoir de la patience, de résister, de se battre. En Angleterre, l'émotion est palpable. Le désespoir est tangible. L'Angleterre a perdu son dernier rempart, sa flotte de guerre. Il ne lui reste que quelques navires de peu d'importance et un ou deux cuirassés obsolètes. Mais l'Angleterre a 2 avantages. Le roi George VI, un homme discret, autrefois bègue, qui a réussi à surmonter son handicap pour devenir roi à la place de son frère Édouard VIII. Et surtout, Winston Churchill. Winston Churchill avec son cigare et ses gros mots. Winston Churchill va être partout à partir de ce mois de juillet 1940. Pendant 1 an, on le verra partout. Dans les usines où il stimule les femmes qui fabriquent des obus, des armes, des chars, des mitrailleuses dont l'armée anglaise manque tellement. Il sera dans les écoles pour inciter les enfants à trier les munitions, à charger des bandes de mitrailleuses. Les hommes, eux, seront tous envoyés au combat. Ils s'entraînent, très dur. Malheureusement, l'armée anglaise manque de tout. Il n'y a pas de chars. Les 2 seuls modèles, le Matilda et le Crusader, ont un blindage relativement faible et un canon de 40 mm. Peu de choses par rapport au Panzer III et Panzer IV des Allemands. L'armée anglaise manque même de munitions. Elle va se réorganiser autour du noyau dur des 200 000 hommes qui ont été sauvés à Dunkerque lors de l'opération Dynamo, fin mai, début juin 1940. Churchill est partout, même dans les maisons de retraite, où il demande à ceux qui le peuvent, ceux qui ont encore la foi en leur pays et la santé, de monter la garde sur les plages. On voit des papys avec leurs fusils de chasse, scruter à la jumelle la Manche, pour voir arriver les navires allemands. Même les mamies sont de la partie, elles cousent des sacs de sable. Churchill est partout, il redonne foi à son pays. George VI, avec sa fille, la jeune Élisabeth, qu'elle est jolie, va voir son peuple. Il y a alors une faveur mystique, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le Moyen-Âge. Il semblerait que la personnalité divine, la personnalité sacrée du roi d'Angleterre, comme au Moyen-Âge, est redevenue palpable. Les gens du peuple veulent toucher leur roi. George VI se laisse faire. Il leur donne toujours des paroles de soutien, de courage, un sourire, un clin d'œil. Tout le peuple suit son roi et son premier ministre. Le 21 juillet 1940, Churchill va prononcer un discours aux communes qui sera retransmis à la radio. Le pays s'arrête. Chaque Anglais, chaque femme, chaque homme, chaque enfant écoute son premier ministre. You must always remember the trouble of our country, the courage of our ancestors. Remember King Alfred, you fought and crushed Vikings during Haddington Battle in 878. Remember the boys in the Somme in 1918. Remember the courage of the bowmen
of Henry V during the Battle of Agincourt. Remember, England had always enemies, but England had never surrendered. You, all my fellow boys, you are the son of England. You will never surrender. You are the son of one of the more powerful empires in the world. We are not alone. The Commonwealth will help us and will fight with us. Don't tremble for your life. Stay strong. Shoot every damned German soldier who would dare put his tape on our holy land. Fight, always fight. Fight for honor. Fight till death. Fight for England. England will never surrender. God bless you. Et du côté allemand, Hitler est quand même ennuyé. Traverser la Manche ne sera pas facile. Il a à présent la maîtrise des mers. La Home Fleet n'ose plus pointer le bout de son nez, ni dans la Manche, ni dans l'Atlantique. Néanmoins, il y a toujours la RAF, la puissante armée aérienne anglaise. Ses pilotes sont très courageux, il le sait. Et les avions anglais, les Spitfire et les Hurricane, dépassent quasiment les performances des Messerschmitt Bf-109 et des Focke-Wulf. Mais il faut un plan. 3 hommes vont proposer quelque chose. Le général Erwin Rommel, le chef de la 7e Panzerdivision, le général Guderian, qui s'est distingué lors de la percée des Ardennes, c'est lui le père de l'arme blindée allemande, et le général Kurt Student, qui s'est couvert de gloire lors de la fantastique opération Mercure, celle qui a vu plus de 10 000 parachutistes prendre les principales villes de l'Algérie. Rommel a von Manstein et Hitler devant lui, et il va proposer un plan retors, tordu on pourrait dire, un plan en 3 phases. La première phase, envoyer environ 120 000 à 150 000 hommes qui auront été précédemment entraînés et massés dans le Pas-de-Calais, envoyer donc ces hommes à travers la Manche sur tout ce que les Allemands auront pu trouver de navires. Des navires qui proviendront d'Allemagne, qui auront été pris aux Français et qui auront été aussi prêtés par les Espagnols et par les Italiens. Italiens et Espagnols vont donc prêter ce qu'ils pourront de navires aux Allemands pour la traversée de la Manche. Franco et Mussolini ont décidé de lier leur sort à celui du Troisième Reich, dont ils pressentent que l'armée va devenir la maîtresse du monde. Cette première phase de l'opération, ce débarquement, ne sera qu'un leurre. Rommel a choisi de passer la Manche par l'issue la plus logique, là où elle est la plus étroite. Il n'y aura qu'une division blindée, parce qu'il n'y a pas de port au niveau de Douvres, enfin un petit port. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour faire débarquer rapidement des divisions blindées. Rommel sait bien qu'une grande partie de ses hommes seront sacrifiés. Cette opération a pour but d'attirer les Anglais dans le sud-est de l'Angleterre. La véritable opération aura lieu 2 jours plus tard. Là, environ 14 divisions blindées allemandes, ce qui correspond grosso modo à peu près plus de 2500 chars de combat, vont embarquer au port de Cherbourg, direction les ports de Portsmouth et Southampton. Ironie de l'histoire, en 1345, c'est à partir de ces 2 ports que l'escadre d'Édouard III d'Angleterre, qui voulait envahir la France, est partie. Et son escadre a débarqué à Saint-Vaast-la-Hougue, pas très loin du port de Cherbourg. Comme quoi l'histoire se répète, mais en sens inverse. À partir de ce moment-là, une portion importante de l'armée anglaise sera donc utilisée pour repousser le premier débarquement allemand. Le second, lui, foncera sur les principales villes, dont Londres, ainsi que Liverpool. Ce débarquement des Panzerdivision aura pour but d'encercler l'armée britannique qui se portera à sa rencontre. Les Allemands savent très bien qu'ils en viendront relativement vite à bout, car leurs chars et leurs moyens anti-chars, les PaK, Panzerabwehrkanone, canon anti-chars, les PaK 38 de 50 mm, les PaK 40 de 75 mm et les fameux Flak 18, Flak 36 avec leurs canons de 88 ne feront qu'une bouchée de tous les véhicules blindés anglais. Et cerise sur le gâteau, Kurt Student a encore eu une autre idée. Erwin Rommel, avec sa 7e Panzerdivision, ainsi que la sinistre 1re SS Panzerdivision Leibstandart du général Sepp Dietrich, vont s'embarquer sur des navires et vont remonter la Tamise, opération extrêmement risquée et audacieuse. Le but est de prendre Londres le plus rapidement possible. En même temps, les Allemands vont envoyer plusieurs escadrilles de bombardiers afin de clouer au sol les avions anglais.
Néanmoins, ils savent très bien que la majeure partie de ces avions pourront décoller de leur aéroport grâce à la couverture radar des Anglais, qui est extrêmement efficace. L'état-major allemand a prévu une grande bataille aérienne juste au-dessus de Douvres, dans cette région-là. Ils savent que la Luftwaffe, qui compte environ 3000 appareils, va extrêmement souffrir. Mais le but est de détruire la RAF. Les bombardiers, Dornier et Heinkel 111H vont eux bombarder les villes et semer la terreur un peu partout. Les pertes de la Luftwaffe seront énormes, l'état-major le sait, mais Hitler n'en a cure. Cet homme maléfique veut les résultats. Il se moque du nombre de morts dans son armée. En même temps que cette opération se raide pour remonter la Tamise, Kurt Sedant va envoyer plus de 10 000 parachutistes sur Londres et des commandos amenés par planeurs pour anéantir les batteries d'artillerie et les fortifications qui protègent Londres et la Tamise, afin de permettre le débarquement des panzers sur les quais même de Londres. Il y a là la réédition de l'opération victorieuse sur le fort d'Ebenheim Hall le 10 mai 1940. Alors, depuis le mois de juillet 1940 jusqu'au printemps 1941, l'Allemagne va laisser tranquille l'Angleterre. L'Allemagne va faire tourner ses usines à plein régime pour amasser le maximum d'armes et va parfaire l'entraînement de ses soldats. Idem pour les Anglais. Néanmoins, si vraiment les Allemands réussissent à franchir la Manche, c'en est terminé de l'Angleterre. Alors, que va-t-il se passer? Tu le sauras au prochain épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, comme d'habitude, je te dis à bientôt, certainement pour une vidéo sur le Moyen-Âge. Et surtout, porte-toi bien. Et n'oublie pas l'histoire, c'est toi qui l'as fait.